Et bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour le bilan de mes lectures du mois de mars. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse, je suis désolée. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes 3 lectures de mars. Donc on va commencer sans plus tarder. Pour la toute première, en réalité, je vais faire très bref parce que je vais faire une vidéo carrément où je parle du bouquin. Donc je vous recommande d'aller voir si vous voulez vraiment avoir beaucoup de détails cette vidéo-là. J'ai donc lu le tome 1 d'Absolu qui s'intitule Les Mobilisés, écrit par Margot Edesen et publié aux éditions Big Bang. C'est une dystopie young adulte. Donc on va suivre, pour faire dans les très grandes lignes un résumé, mais deux jeunes, Prime et Johanna, qui n'ont aucun lien de sang, mais qui se considèrent plus ou moins comme des frères et sœurs. Et en fait, ils vont être mobilisés pour tout simplement aller dans la zone. Qu'est-ce que la zone? C'est tout simplement la capitale en fait, Varsovie, qui est enfermée entre d'immenses murs comme plein d'autres capitales dans toute l'Europe. Au sein de ce mur se trouve la Chose, qui est une immense créature sanguinaire créée par l'homme. Et en fait, depuis donc maintenant 20 ans, chaque année, Erit, qui est en gros le nouveau nom de la population polonaise, envoie 100 jeunes pour essayer de vaincre cette chose. Et donc là, justement, on a affaire à la 20e génération avec Prime et Johanna, sauf que ils vont vite se rendre compte que, au final, une fois à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a des clans, et puis d'autres choses pas très agréables comme des mutations. Donc nous, on va suivre tout ça, on va découvrir plein de nouveaux personnages. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est, donc là je vais commencer à donner mon avis, c'est qu'on a plusieurs narrateurs. Il me semble que dans le tome 1, on en a 7. Ce qui est pas mal. Au début, quand j'ai appris qu'il y en avait autant, je me suis dit, punaise, je risque de pas aimer du tout parce que ma seule expérience justement de roman où il y a plusieurs narrateurs, c'est avec le roman All of Us Villains. Que je n'avais... Enfin, le tome 1, j'avais bien aimé au final, mais j'avais quand même déjà pas mal de critiques à faire, et le tome 2, j'ai détesté. Et j'avais eu du mal déjà, parce que j'avais que 4 narrateurs, mais malheureusement, il y avait des narrateurs, on va dire, un peu moins charismatiques, et donc ça me saoulait, parce que moi, j'ai envie de passer à un autre personnage. J'avais peur, du coup, d'avoir un peu ce problème-là avec, justement, ce roman, et pas du tout. Parce que même les personnages qui, techniquement... ne sont pas forcément charismatiques, ou en tout cas, comment dire, sont par exemple des méchants, entre guillemets, parce que bon, il n'y a jamais vraiment que des méchants et des gentils, mais si je vulgarise ceux qui sont plutôt méchants, même si en soi, je les aime pas forcément, ça m'intéressait énormément parce qu'en fait, chaque point de vue apporte énormément de choses et on apprend plein d'éléments sur cet univers, sur le pourquoi du comment. En plus, ce qui est génial, c'est que à quasiment chaque fin de chapitre, on a une révélation, un nouveau problème qui survient. Donc en fait, on est addict et on a tout le temps envie justement de lire la suite pour découvrir. On a de l'ironie dramatique, un peu comme dans les pièces de théâtre, et moi j'adore ça. Donc pareil, le fait qu'on sait ou on sent ce qui va arriver parce qu'on a eu des éléments que certains personnages n'ont pas, et donc là on ne peut rien faire que voir ce qui va arriver malheureusement pour eux. Je me suis régalée. Ça nous rappelle aussi énormément les dystopies comme Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, toutes ces grosses dystopies qui cartonnaient dans les années 2010. Sauf que, en même temps, clairement, ce roman-là a sa propre identité, son propre aussi. Je veux dire, il y a plein d'éléments qu'on retrouve pas, par exemple, dans ces grandes dystopies-là. Mais bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais faire de toute façon une vidéo pour en parler justement plus en détail. Ensuite, on passe à un roman historique qui se passe sous le règne de Louis XIV, Les Fantômes de Versailles, rédigé par Jacques Forjas et publié aux éditions Albin Michel. Donc, alors, de ce que je comprends, parce que j'ai fait mes recherches sur internet, ça a l'air d'être une histoire qui s'inspire d'un contexte historique véridique avec des vraies choses qui sont arrivées. Par exemple, on a des références à l'affaire des poisons, qui a vraiment existé, qui a vraiment été justement, comment dire, géré par le lieutenant-général Larénie, etc. Mais là, ce qui se passe dans le bouquin, pour le coup, c'est inventé. C'est-à-dire que là, l'intrigue, bon... Ce qui se passe, c'est que justement, donc on a Larénie, qui est le lieutenant-général de la police, et en fait, il va devoir s'occuper d'une affaire qui semble être, puisqu'il commence à y avoir plusieurs occurrences, des meurtres en série de jeunes femmes. Sauf que le problème, c'est que à chaque fois, impossible de retrouver l'identité de ces jeunes femmes, et surtout à chaque fois l'opération est la même, c'est-à-dire qu'elles sont abattues de la même façon, et que à la fin,
leurs lèvres sont cousues. Donc il y a un message qui est passé et lui, il ne sait pas quel est ce message, à qui il s'adresse, mais donc il va mener l'enquête. Et parallèlement à cette enquête-là, il va devoir, justement, sous la demande du roi, mener l'enquête sur un tableau qui va être réalisé par Mignard, le peintre Mignard, pour... alors, je sais plus si c'est la duchesse... Oui, c'est ça, la duchesse Lavallière, qui a été, en gros, officiellement la première maîtresse du roi Louis XIV. Tout ça, par contre, c'est vrai pour le coup. Dans le sens, tout ce que je vous dis au contexte du contexte historique. Après, est-ce que l'araignée a réellement mené l'enquête? Ça, je ne sais pas, mais pour le reste, oui. Le tableau existe réellement, notamment la description qui est faite. Vous pouvez le retrouver sur Google, donc ça, je trouve ça génial. C'est super intéressant parce que du coup, moi-même, après, j'ai fait mes recherches justement pour comprendre un peu plus la relation entre la duchesse, le roi, etc. Mais bref, donc... Il doit mener cette enquête-là pour savoir en fait à quoi va ressembler le tableau, qu'est-ce qu'il va représenter, parce que le roi veut savoir avant tout le monde. J'ai bien aimé le roman, mais sans plus, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont dérangée. Ce que j'ai aimé, on va commencer par ça de manière générale. J'ai beaucoup aimé forcément l'aspect historique parce que on apprend des choses sur le contexte de l'époque, notamment que par exemple Larigny vraiment a fait en sorte de rendre Paris, et il a plus ou moins réussi, à rendre Paris une grande ville d'Europe, vraiment avec une énorme population à l'époque, beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus propre, ou avec notamment l'éclairage public. Comme je vous l'ai dit, cette histoire du tableau, ça m'a énormément intriguée. Après, j'ai été voir à quoi ressemblait réellement le tableau, avec cette fameuse pétale qui en même temps ressemble à une larme, donc l'ambiguïté autour de ça. À la fois, ça nous donne des éléments véridiques, donc on s'instruit un peu, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de fictifs, donc c'est à nous aussi de mener notre propre enquête et d'aller faire nos recherches. Et moi, j'aime quand un roman me rend active. Justement, au niveau de l'enquête, j'ai eu un peu de mal, parce que d'un côté, c'est bien parce que c'est réaliste, mais c'était extrêmement lent. C'est-à-dire que l'enquête, elle dure vraiment du début à quasiment la toute fin du roman. Donc ça fait quand même plus de 400 pages, donc c'est long. Il y a des longues périodes où en fait, il n'avance pas du tout. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que souvent, ce qui fait avancer l'enquête, et donc ça, c'est ce qui m'a pas plu, c'est en fait tout simplement l'intuition des enquêteurs qui était juste, mais impeccable. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire senti, ah, mais peut-être qu'en fait, ça pourrait être ça, 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 mais ils sortent ça de nulle part. Juste, ils disent, ah, je pense que, ah oui, et pourquoi ce serait pas comme ça? Enfin, une illumination dans leur esprit. S'ils n'ont aucune preuve ni rien, juste ils se disent ça pourrait être ça, et de fait c'est ça, et l'enquête avance ou quoi. J'ai trouvé que c'était un peu des facilités prises par l'auteur qui ne m'ont pas plu en fait. On termine avec ma toute dernière lecture qui a été franchement plus ou moins un coup de cœur. En fait c'est un peu particulier parce que j'ai adoré, mais en même temps je sais pas si je pourrais dire que c'est un coup de cœur, tellement ça m'a mis mal en fait. J'ai lu Hollywoodland, donc rédigé par Zoé Brisby, toujours aux éditions Albin Michel. Et donc là, on est encore sur un roman historique parce que on parle d'une histoire vraie qui est celle de Peg Entwistle, qui était une actrice dans les années 30 à Hollywood et qui, malheureusement, en tout cas la version officielle, c'est qu'elle s'est suicidée en se jetant des fameuses lettres du signe Hollywood. Mais là, justement, l'autrice, ce qu'elle fait justement, c'est qu'elle décide en fait d'imaginer une autre version en fait, c'est-à-dire mais si en fait elle ne s'était pas suicidée, si en fait il s'était passé autre chose. Parce qu'en réalité, comme elle l'explique à la toute fin, et ça j'ai beaucoup aimé parce que parfois dans les romans historiques, les auteurs du coup proposent une autre vision, une autre version d'un élément historique d'un contexte historique, mais sans expliquer leur choix, pourquoi par exemple ça, ils l'ont gardé tel quel, et pourquoi, à contrario, plein d'éléments les ont modifiés. Elle explique justement tout ce qui est faux, dans le sens, tout ce qu'elle a, elle, imaginé dans l'histoire. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé, parce qu'au moins, je sais à quoi m'en tenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ou potentiellement vrai, puisque on a des zones d'ombre, c'est-à-dire que on n'est pas sûr qu'elle se soit suicidée au final, et donc la piste, par exemple, du meurtre, pourrait être envisageable. Mais juste pour faire un rapide résumé, donc c'est en fait une jeune femme qui à la base était comédienne. Elle jouait dans de grandes pièces, parfois vraiment à succès à Broadway, enfin vraiment une excellente comédienne. Mais à cette époque-là, avec la crise, le théâtre il va un peu mal. Par contre, à contrario, le cinéma est en plein essor.
Et donc elle se dit pourquoi pas tenter en fait une carrière dans le cinéma, parce que je sais jouer la comédie, donc je pourrais très bien jouer derrière un écran, quoi. Donc elle va partir pour Hollywood pour essayer justement donc de décrocher des grands rôles. Et en fait, très vite, ça va être la descente aux enfers parce que ça n'a rien à voir. L'univers du cinéma est complètement différent, impitoyable, cruel et dangereux. Et malheureusement, elle va le subir. Et donc, pourquoi j'ai adoré ce bouquin? Parce que déjà, la plume de l'écrivaine est très agréable. On est sur un truc assez simple, mais une plume aussi très acerbe. Et qui, justement, permet de d'écrire justement ce système qui dévore tout et qui détruit tout sur son passage. Et donc, ça a vraiment contribué à ce que nous, en tant que lecteurs, on ait la boule au ventre, voire la nausée. Moi, je sais juste, j'ai ressenti des énormes nausées par moments. Je ne me sentais pas bien. J'ai été physiquement dégoûtée par ce que je lisais. Et, alors, ça veut pas dire que dans le bouquin, du coup, il y a des trucs gore, pas du tout. Par contre, il y a, je vous le dis, parce que voilà, selon les sensibilités de certains, ça peut être un peu dur, mais il y a des agressions sexuelles dans le bouquin. J'ai été très mal en lisant le roman, parce que j'ai trouvé que du coup l'écrivaine parvenait à décrire ce qui se passait pour que ce soit cette actrice ou plein d'autres femmes, ce qui se passait là-bas, le sentiment d'injustice, d'impuissance surtout, où les femmes en fait ne deviennent plus que des sortes d'objets, des gadgets dont on peut très bien se dispenser, qu'on peut très bien jeter, casser, ou en fait on fait ce qu'on veut avec, quoi, voilà, comme des objets. Les hommes qui sont à contrario des énormes prédateurs, et aussi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le manque de sororité entre les femmes, parce qu'en fait c'est un système tellement toxique, destructeur, que les femmes sont forcées elles-mêmes de se mettre des bâtons dans les roues et en fait de s'entretuer, en fait, tout simplement. Alors heureusement on a des personnages dans l'histoire, notamment Maggie et Joyce, si je me rappelle bien de leur prénom, qui justement vont devenir les amies de Peg, mais vraiment des vraies amies, et qui elles-mêmes, pour certaines justement, voient que non mais le système il va pas du tout. Bon, Maggie par exemple, elle est très naïve, mais malheureusement elle aussi va découvrir qu'en fait c'est pas tout rose du tout, et bon, elle va subir des choses. Mais voilà, entre elles, il y a quand même une sororité, donc qui montre que voilà, il y a quand même une certaine solidarité qui peut exister entre les femmes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement aussi, voilà, de rivalité, de jalousie et d'actes malveillants faits entre elles, entre les femmes, qu'en fait, malheureusement, la sororité, elle est quasi inexistante et elle est beaucoup trop faible face au pouvoir, en fait, oppressif de ce système-là des studios. Mais j'ai adoré cette histoire que j'ai trouvée très émouvante. J'ai trouvé que c'était en fait en même temps un bel hommage, à la fois pour cette actrice Peggy Whistle, mais alors la photo c'est pas du tout elle, hein, d'ailleurs. De toute façon je vous aurais mis des images pendant la présentation. Mais c'est un magnifique hommage à cette personne-là, mais aussi à toutes ces autres femmes dont on ne se rappelle même pas de leur nom et dont on ne se rappellera peut-être jamais de leur nom, qui ont été victimes aussi de ça, ou qui le sont encore aujourd'hui. Et c'était vraiment bouleversant. C'est pour ça que j'ai adoré cette histoire, mais en même temps, ça m'a fait du mal de la lire d'une certaine façon. Et puis, dernière parenthèse, et puis j'arrêterai là, mais aussi donc le contexte historique, si vous connaissez pas trop, vous allez vous régaler parce que l'écrivaine met énormément de références à ce qui se passait à l'époque, notamment les Hays Codes, qui étaient en gros clairement une loi en fait qui mettait en place plein de règles qui censuraient le cinéma à fond. Et plein d'autres éléments, notamment la dépression, etc. de l'époque. L'autrice, si vous connaissez pas trop, elle vous donne toutes ces références-là, notamment à travers le personnage de Joyce, qui est plutôt une militante engagée, qui allait un peu contre justement les mœurs et les codes de cette époque-là. C'était franchement mon premier roman de Zoé Brisby, mais ça faisait longtemps qu'elle m'intriguait, que j'avais envie de la lire. Notamment, c'était La double vie de Nana Miller, je sais plus, un truc comme ça, le titre, qui m'avait vraiment donné envie à l'époque. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai sauté de suite sur l'occasion, je l'ai pris et je l'ai lu, et clairement je sais que je relirai du Zoé Brisby. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous donnent envie. N'hésitez pas aussi à me partager dans les commentaires ce que vous avez lu en mars et si vous avez aimé ou pas trop. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.